Bonjour à tous. Dans cette dernière vidéo de présentation de l'application Silicon Lab, je vous propose de parcourir l'onglet Correction analogique. Sous cet onglet, nous découvrirons trois types de corrections. La correction proportionnelle, la correction proportionnelle intégrale et enfin la correction à avance de phase. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de parcourir l'interface pour découvrir les effets de ces différents types de corrections sur le comportement du système bouclé. En face, on retrouve les différents types de corrections que j'évoquais à l'instant. On retrouve dans le premier onglet donc la correction proportionnelle. Le deuxième onglet est consacré à la correction proportionnelle intégrale. Et enfin, le troisième onglet est relatif à la correction à avance de phase. D'autre part, quel que soit le type de correction, on retrouve deux onglets supplémentaires, sans perturbation, avec perturbation, ce qui va nous permettre l'analyse du système suiveur d'une part et l'analyse du système régulateur d'autre part. Ici, la perturbation est de type indiciel, c'est-à-dire que la perturbation, on va la modéliser par un échelon d'amplitude unitaire. Alors nous allons nous intéresser dans un premier temps à la correction proportionnelle. On dispose ici de la fonction de transfert d'un tel correcteur, il s'agit d'un gain pur, dont on va pouvoir faire varier la valeur en agissant sur le curseur ici en bas de l'écran. Concernant l'analyse, nous disposons de la réponse indicielle du système bouclé, de la carte d'épaule donc associée à la fonction de transfert en boucle fermée et du diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte. Nous avons vu dans une vidéo précédente que pour améliorer la précision d'un système bouclé, on pouvait donc agir sur le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte. En effet, en augmentant le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte, on pouvait diminuer l'écart et donc améliorer la précision de notre système en boucle fermée. De la même manière, en augmentant le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte, on peut améliorer la rapidité de notre système, rendre notre système beaucoup plus dynamique. Alors, on va essayer de retrouver ces résultats-là en faisant donc une petite simulation. Donc, on va faire varier le gain du correcteur proportionnel. Et donc, je vais passer d'un gain unitaire à un gain égal à 5. Et on va analyser donc la réponse indicielle de notre système bouclé. Alors, on dispose de deux résultats ici, donc d'une courbe bleue et d'une courbe rouge. La courbe bleue correspond donc au système bouclé non corrigé, alors que la courbe rouge ici va correspondre au système bouclé corrigé. Alors, plusieurs conclusions. Donc on peut déjà voir que la correction va permettre de diminuer le temps de montée. Le temps de montée diminuant, donc on aura une réponse beaucoup plus dynamique. Comme la réponse est beaucoup plus dynamique, on voit que des oscillations sont apparues. L'amplitude du premier dépassement est beaucoup plus important que pour le système non corrigé. Enfin, on s'aperçoit qu'effectivement, en augmentant le gain de la FTBO, on diminue l'écart en régime permanent. Je vous rappelle qu'ici, l'entrée est un échelon unitaire. Le système non corrigé présente un écart de 0,5, alors que le système corrigé a un écart un petit peu inférieur à 0,2. Donc en augmentant le gain, on a bien diminué l'écart. On peut regarder ce qui se passe en présence d'une perturbation, et donc analyser cette fois-ci la réponse indicielle du système régulateur. Donc on s'aperçoit là encore que l'écart a diminué. Effectivement, concernant le système bouclé non corrigé, on avait initialement donc un écart de 0,5. En mettant en place le correcteur, ici, on a diminué donc l'écart puisqu'on est un petit peu en dessous de 0,2. Et donc, en régime permanent, l'écart a diminué. Donc, pour rejeter la perturbation, là, il faudrait que l'écart s'annule. Donc là, c'est pas tout à fait le cas, donc on ne va pas rejeter la perturbation. Mais en tout cas, on va pouvoir diminuer cet écart-là en augmentant le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte. Alors c'est ce que je vais faire, je vais passer de 5 maintenant à 10. Et donc on s'aperçoit qu'on diminue encore l'écart, que ce soit donc pour le système suiveur et que ce soit pour le système régulateur. Par contre, on introduit encore et encore davantage d'oscillations. Et si j'augmente un petit peu plus, que je passe donc à 15, on s'aperçoit que le système est à la limite de la stabilité. Ce qu'on va pouvoir aussi voir sur
la carte des pôles est sur le diagramme de Bode. Donc ici, on dispose de la carte des pôles associée à la fonction de transfert en boucle fermée. Et donc, on s'aperçoit qu'on a une paire de pôles ici imaginaires purs, donc qui sont positionnés sur l'axe des imaginaires. Ce qui traduit ici la présence d'un mode périodique. Donc, on est à la limite de la stabilité. Sur le diagramme de Bode, si je demande à tracer la marge de phase, bien là, la marge de phase sera nulle, quasiment nulle. On est à 0,0137. Donc on est vraiment à la limite de la stabilité. Maintenant, si j'augmente davantage mon gain, que je passe à 20, eh bien, on va tout de suite voir sur la réponse indicielle que le système est instable, puisque celle-ci diverge. Ce qui se traduit donc sur la carte des pôles, par la présence donc d'une paire de pôles à partie réelle positive. Donc, ce qui va traduire l'instabilité de notre système. Et donc, sur le diagramme de Bode, si je trace donc la marge de phase, là, cette fois-ci, elle va être négative, ce qui va traduire une instabilité. C'est-à-dire qu'en fait, en vertu du critère du revers, on est passé au-delà du point critique. Donc, le système est instable. Donc, voilà pour la correction proportionnelle. Donc, la correction proportionnelle peut être intéressante pour améliorer la précision d'un système bouclé, améliorer donc sa rapidité. Mais par contre, il faudra faire attention à la stabilité, c'est-à-dire ne pas augmenter trop le gain au risque de rendre le système instable. Alors, intéressons-nous maintenant à la correction proportionnelle intégrale. Alors, on dispose ici de la fonction de transfert du correcteur, Kp facteur de 1 plus 1 sur TIS, qu'on peut aussi écrire Kp facteur de 1 plus TIS sur TIS. J'ai choisi pour fonction de transfert h une fonction de transfert du premier ordre de gain égal à 2 et de constante de temps égale à 200. Alors, on utilisera ce type de correction, donc la correction proportionnelle intégrale, pour introduire une intégration dans la chaîne directe, c'est-à-dire augmenter la classe de la fonction de transfert en boucle ouverte. Alors, effectivement, nous avons vu dans une vidéo précédente qu'en augmentant la classe de la FTBO, on pouvait améliorer la précision de notre système en boucle fermée. Ici, si le système est soumis à un échelon et que la FTBO est de classe 1, le système sera précis. Alors, c'est ce qu'on va essayer de vérifier à travers la simulation que je vous propose. Donc, pour le moment, on ne touche pas aux éléments du correcteur. On va simplement regarder en régime permanent ce qui se passe. Et donc, ici, on a tracé la réponse indicielle de la fonction de transfert en boucle fermée, et on s'aperçoit effectivement qu'en régime permanent, on tend vers la consigne, et donc le système est précis. Maintenant, on peut regarder en présence d'une perturbation ce qui se passe. On va analyser cette fois-ci la réponse indicielle du système régulateur. Et là, sur la courbe rouge, donc on s'aperçoit qu'en régime permanent, cette courbe va tendre vers 0. Et donc on a annulé l'écart. On s'est donc affranchi de la perturbation. On l'a rejeté donc en régime permanent. Donc l'intérêt ici de la correction proportionnelle intégrale, ça va être d'annuler l'écart et donc de rendre notre système précis en boucle fermée. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de dimensionner un correcteur proportionnel intégral qui réponde aux exigences d'un cahier des charges qu'on va s'imposer. Donc ici, ce que je souhaite, c'est avoir un comportement global du système bouclé qui soit celui d'un élément du premier ordre. Donc un premier critère de comportement. Donc je souhaite avoir le comportement d'un élément du premier ordre. Et je souhaite maintenant, donc une exigence de rapidité, que le temps de réponse à 5% de mon système bouclé soit égal à 120 secondes. Donc deux exigences, une exigence de comportement, premier ordre, et une exigence de rapidité, temps de réponse à 120 secondes. Et donc je vais dimensionner mon correcteur pour respecter le cahier des charges. Alors la méthode que je vais mettre en place ici, c'est une méthode qu'on appelle la méthode de compensation de pôle. C'est-à-dire qu'on va donner à valeur TI ici, la valeur de la constante de temps de notre process. On va poser TI égale à 200. Alors pour dimensionner le correcteur, on va effectuer quelques petits calculs élémentaires. Donc je vais basculer sur mon tableau blanc. Et on va calculer donc la fonction de transfert en boucle ouverte de notre système. Donc ici, la fonction de transfert en boucle ouverte, là, ce sera le produit de la fonction de transfert du correcteur. Donc KI facteur de 1 plus TIP sur
que multiplie la fonction de transfert donc, du process, c'est-à-dire 2 sur 1 plus 200p. Donc ici, on va mettre en place la méthode de compensation de pôle. Donc compensation de pôle. Et donc on va poser TI égale à T. Et donc si T est égal à T, eh bien ce terme-là et ce terme-là se compensent. Donc on va simplifier la fonction de transfert qui devient donc FTBO qui est égal donc à KI que multiplie 2 sur 200p, c'est-à-dire KI sur 100p. À partir de là, je vais pouvoir calculer maintenant la fonction de transfert en boucle fermée. Donc la FTBF sera égale à FTBO sur 1 plus FTBO, puisque le retour est unitaire ici. C'est-à-dire KI sur 100p sur 1 plus KI sur 100p. Et cette fonction de transfert, je vais la mettre sous forme canonique. Donc, je vais écrire que la FTBF est égale à KI sur 100p plus KI, et je vais tout diviser par KI, ce qui va me donner 1 sur 1 plus 100 sur KI fois P. Alors, on remarque que la fonction de transfert en boucle fermée est bien celle d'un élément du premier ordre, deux constantes de temps 100 sur 4i. Le gain est unitaire, donc ça permet de mettre en évidence que le système va être précis. C'est tout l'intérêt de la correction proportionnelle intégrale. Donc ici, la constante de temps de mon système en boucle fermée est égale à 100 sur KI, avec TI, je le rappelle, est égal à 200 secondes. Alors maintenant, je vais pouvoir dimensionner KI, puisque j'ai une exigence cette fois-ci de rapidité à respecter. Je dois avoir le temps de réponse à 5% de mon système, qui sera égal à 120 secondes. Or, pour un élément du premier ordre, le temps de réponse à 5% est égal à 3 fois la constante de temps de mon système, ici, donc en boucle fermée. C'est-à-dire, en fait, 120 secondes doit être égal à 3 fois 100 sur KI. Et donc, on en déduit KI, qui est égal à 300 sur 120, c'est-à-dire à 2,5. Donc, je retrouve les deux éléments du correcteur, ici TI, ici KI. Et donc maintenant, on va vérifier nos résultats en basculant sur l'application. Et on va sélectionner donc un gain de données d'orientation dans le plan de Bode de la fonction de transfert associée à notre correcteur. Allez, on voit que en fait, on va pouvoir introduire de la phase. Et si la pulsation centrale est judicieusement choisie, eh bien, on va pouvoir augmenter la marge de phase de notre système en boucle ouverte. Et donc, en augmentant la marge de phase, je vais pouvoir augmenter le gain de ma fonction de transfert en boucle ouverte et donc la rapidité de mon système en boucle fermée. Donc, c'est tout l'intérêt ici du correcteur à avance de phase. Alors, ce que je vous propose, c'est de travailler à partir d'un cahier des charges qu'on va s'imposer pour dimensionner donc un correcteur à avance de phase. Alors, deux critères, deux exigences. Une exigence de rapidité, donc on va imposer une pulsation de coupure pour la FTBO de 10 radians par seconde. Et puis, donc, un critère, une exigence de stabilité, donc une marge de phase de 50 degrés. Alors, on va dans un premier temps s'intéresser au diagramme de Bode de notre fonction de transfert non corrigée. On s'aperçoit ici que pour une pulsation égale à 10 radians par seconde, qui va être notre pulsation de coupure, eh bien on a un gain de moins 20 dB par décade. Donc si cette pulsation est pulsation de coupure, il faut translater la courbe rouge vers le haut de plus 20 dB par décade. Donc il va falloir que 20 log de K soit égal à 20 dB.
20 log de k égale à 20 dB, ça fait log de k égale à 1, c'est-à-dire k égale à 10. Donc ici, je vais saisir la valeur du gain. On va trouver k égale à 10, donc, et on trace. Alors, vous avez des oscillations qui vont apparaître sur la réponse indicielle, mais ça, c'est pas très grave. Dans la mesure où on va rajouter de la phase, on va augmenter la marge de phase, on va donc atténuer ces oscillations. Par contre, on va vérifier la marge de phase sur notre système. Donc ici, pour la pulsation de coupure qui vaut 10, j'ai une phase qui est égale, une marge de phase, pardon, qui est égale à 5,75. Le cahier des charges demande à ce qu'on ait une marge de phase de 50 degrés. Il va donc falloir que j'introduise pour cette pulsation-là 45 degrés. Alors, il va falloir que pour la pulsation de coupure qui va valoir ici 1 sur t fois racine de a, que j'introduise un phi max égal à 45 degrés. Or, sinus phi max est égal à 1 moins 1 sur a plus 1. Donc, à partir de la valeur de la phase que je vais introduire, je vais pouvoir calculer petit a. Donc, sinus 45 sera égal à a moins 1 sur a plus 1. Donc, si je fais le calcul, je vais trouver a égale à 5,79. Donc ici, je vais saisir 5,79 pour la valeur de a. Et on va tracer. Alors, si on regarde le diagramme de Bode du correcteur, on s'aperçoit effectivement qu'il introduit bien une phase de 45 degrés. Sauf que la pulsation centrale n'est pas confondue avec la pulsation de coupure, qui doit être égale à 10 radians par seconde. Ce qui veut dire que il va falloir que je dimensionne T correctement pour que la pulsation centrale de mon correcteur soit pulsation de coupure. Donc il va falloir que 1 sur T fois racine de A soit égal à 10 radians par seconde. Donc lorsqu'on effectue le calcul, on trouve donc T égale à 0,042. Donc ici, hop, je vais saisir 0,042 pour T. Et je trace. On va regarder maintenant le diagramme de Bode du correcteur. On s'aperçoit que la pulsation centrale, c'est bien la pulsation de coupure qui vaut 10 radians par seconde. Donc au niveau du correcteur, on a bien dimensionné à la fois A et la constante de temps T. Maintenant, on va regarder le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte. Et je vais afficher la marge de phase. Donc la marge de phase, elle est ici. On a une marge de phase de 42 degrés environ, pour une pulsation de coupure de 19,3 radians par seconde. Donc en fait, on n'a pas respecté le cahier des charges puisqu'on voulait une pulsation de coupure de 10 radians par seconde. Alors en fait, lorsqu'on a introduit la phase ici pour la pulsation centrale, il faut bien voir qu'on introduit en même temps un gain de 10 log de A décibels. Donc il va falloir, sur notre diagramme de Bode, ici, translater la courbe rouge vers le bas de la valeur correspondant donc au gain qu'on a introduit, 10 log de A. Or, 10 log de A, ça nous donne 7,62. Donc il va falloir que je translate la courbe rouge vers le bas de 7,62 décibels. C'est-à-dire que 20 log du coefficient correcteur doit être égal à moins 7,62. Et donc le coefficient correcteur sera égal à 0,42. Donc 0,42 fois 10, ça va me donner 4,2. Et là, je vais tracer. Et donc revenir sur le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte. Je vais demander d'afficher voilà, la marge de phase, ici. Et donc j'ai bien une marge de phase de 50 degrés, donc, ce qui est conforme au cahier des charges, pour une pulsation de coupure de 10 radians par seconde. Donc là, j'ai bien répondu au cahier des charges. Le correcteur est correctement dimensionné, donc un gain égal à 4,2, une constante de temps ici
égale à 0,042 et donc petit a qui est égal donc à 5,79. Au niveau de la réponse indicielle, on s'aperçoit qu'on a limité les oscillations, on n'a plus qu'un seul dépassement. On va avoir un temps de réponse à 5%, je vais afficher le temps de réponse à 5%, qui va être de 0,5 secondes. Un premier dépassement de 26%. Donc on a amélioré les performances de notre système, conformément donc au cahier des charges qu'on s'était imposé. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de Silicon Lab. J'espère que je vous ai convaincu de la facilité d'utilisation de cette application, facilité donc dans la prise en main, facilité dans les analyses. Cette application est téléchargeable sur le site communautaire de MathWorks, qu'on appelle File Exchange. Si ça vous intéresse, vous avez les liens sous la vidéo dans la description. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon usage de cette application en fonction de vos objectifs et je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos, dans d'autres playlists. À bientôt!